Bonjour Sam, aujourd'hui on va s'intéresser de près à une articulation fascinante et, il faut le dire, assez délicate, le genou. Hmm, On dit souvent que c'est une articulation charnière et c'est vrai qu'elle est essentielle. Elle absorbe, elle transmet les forces entre le haut et le bas du corps. c'est ça. Mais son rôle est double en fait. Il faut de la mobilité, beaucoup de mobilité, Oui. mais aussi une stabilité impeccable. Et c'est là que ça se complique. C'est cet équilibre un peu précaire qui le rend si vulnérable au moindre petit déséquilibre, n'est-ce pas? Bon, ok, plongeons un peu dans la mécanique de tout ça. Aujourd'hui, on va explorer une approche combinée qui semble vraiment pertinente pour la santé du genou. Une synergie assez remarquable. D'un côté, on a la précision, la fluidité, toute l'approche contemporaine du stott pilates, D'accord? et de l'autre, la rigueur de l'analyse fonctionnelle musculaire, issue des travaux de Florence Kendall. Ce n'est pas juste deux méthodes mises côte à côte, hein. Non, non. C'est vraiment une intégration pensée pour la prévention, mais aussi pour la rééducation du genou. C'est ça qui est passionnant. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça marche, cette méthode intégrée. Comment elle nous aide à décoder les signaux que notre genou nous envoie. Hmm. Et surtout, quelles solutions concrètes elle propose pour retrouver un bon alignement, améliorer la fonction et puis bien sûr, soulager les douleurs. On va vite voir qu'on ne peut pas considérer le genou tout seul, isolé. C'est impossible. Alors, comment cette approche décode-t-elle les messages du genou pour agir? C'est là, je crois, que ça devient vraiment intéressant. L'idée de départ, c'est de voir le genou non pas comme la source du problème, mais plutôt comme un carrefour biomécanique, un lieu de passage. Exactement. L'article de Caroline Berger de Femini parle de défauts d'alignement assez connus, le fameux valgus dynamique, ce genou qui rentre vers l'intérieur quand on fléchit. Oui, on le voit souvent. Ou l'inverse, le varus, vers l'extérieur. Ou même une rotation un peu excessive du tibia sous le fémur. Ce ne sont pas juste des détails, l'article dit que ce sont des informations corporelles précieuses. Précisément. Et le vrai changement de regard, c'est de ne plus voir ça comme le problème. Ce sont des indicateurs, en fait. Des symptômes qui nous montrent des déséquilibres musculaires ou des problèmes de proprioception, la perception de notre corps dans l'espace, qui sont ailleurs. Ah d'accord. L'idée clé, c'est ça. Le genou est un messager. Il nous alerte sur des faiblesses, des tensions, des mouvements pas très efficaces qui viennent peut-être du pied, de la cheville, de la hanche, du bassin ou de ce qu'on appelle le centre. Le centre, oui. Et c'est ça qui est fascinant. Le genou révèle souvent des soucis qui ne viennent pas de lui directement. Et cette notion de centre, ça nous amène pile au cœur de la méthode de Stott Pilates, non? Tout à fait. Quand on parle de centre, on parle de quoi exactement? Des muscles profonds du tronc? C'est ça. Le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien, les multifides le long de la colonne, les obliques profonds. C'est ce que la méthode appelle le corset naturel. Joli nom. Oui. Et l'article insiste là-dessus. Si ce centre n'est pas stable, s'il ne sait pas initier et contrôler le mouvement, eh bien, le genou se retrouve en première ligne. Il doit compenser. Et il prend cher, j'imagine. Il encaisse des contraintes excessives, oui. Il accumule des micro-traumatismes qui pourraient être évités si le centre faisait son travail. Mais alors comment le Stott Pilates aide concrètement à reconstruire cette stabilité, cet alignement qui protège le genou? Ce n'est pas juste contracter le centre, j'imagine. Ah non, c'est bien plus subtil. Il s'agit de réorganiser tout le mouvement autour de principes fondamentaux. C'est comme une sorte de guide. D'accord. Prenez la respiration. Ce n'est pas juste inspirer-expirer. En Stott Pilates, on l'utilise consciemment pour stabiliser le tronc, pour donner un rythme fluide et maîtrisé au mouvement. Mhm. Ensuite, il y a le fameux centrage, l'activation profonde dont on parlait. C'est crucial parce qu'en stabilisant le bassin, le bas du dos, ça libère l'articulation du genou. L'axe fémoro-tibial, cette ligne entre le fémur et le tibia, est moins contraint par ce qui se passe au-dessus. Je vois. Stabiliser le centre pour libérer le genou en quelque sorte. Et les autres principes? Il y a aussi la recherche constante de l'alignement neutre. Organiser le corps, bassin, colonne, cage thoracique, de façon équilibrée. Un bon alignement global, ça réduit les stress sur toutes les articulations, genoux compris. Logique. La précision, c'est un autre point clé, surtout pour le genou. On vérifie tout le temps que le genou va bien vers le deuxième orteil quand on plie, qu'il ne s'effondre pas vers l'intérieur, qu'il ne tourne pas de manière bizarre. C'est ce souci du détail qui change les mauvaises habitudes, hein. Exactement. Et ça demande de la maîtrise, ce qui nous amène au contrôle. Les mouvements sont souvent lents, mesurés, justement pour permettre cette précision et éviter les compensations, les triches du corps. D'accord. Et enfin, la fluidité.
On cherche des enchaînements harmonieux, sans à-coups. Ça aide à intégrer ces nouvelles façons de bouger durablement. Tous ces principes ensemble, ils visent à recréer une biomécanique optimale pour protéger le genou. Et pour appliquer ces principes et travailler spécifiquement sur les déséquilibres du genou, le matériel Stott Pilates semble jouer un rôle clé, d'après l'article. Oui, absolument. Le matériel, le réformeur, le Cadillac, la chaire, les barrels, ce n'est pas juste pour faire joli ou pour ajouter de la résistance. Il faut vraiment les voir comme des environnements d'apprentissage intelligents. Ah oui, comment ça? Prenez le réformeur, le plus connu peut-être, avec son chariot qui bouge, ses ressorts, ses sangles. C'est un cadre à la fois sécurisant et très exigeant pour travailler l'alignement du genou. On peut faire des exercices comme le leg press, pousser avec les jambes, mais en contrôlant super finement la trajectoire du genou grâce à la résistance des ressorts. La moindre petite déviation, on la sent tout de suite. C'est génial pour repérer un valgus ou un varus dynamique. Et les autres appareils, ils apportent autre chose? Oui, chacun a sa spécificité. La chair, par exemple, elle nous met au défi dans une position plus verticale. Ça ressemble plus aux contraintes de tous les jours, comme monter un escalier. D'accord. Rien qu'une montée ou une descente sur une jambe sur la chair, ça peut révéler de façon flagrante une instabilité du genou ou une faiblesse des stabilisateurs de hanche qu'on ne verrait pas forcément allongé sur le réformeur. Intéressant. Le Cadillac, avec ses barres, ses ressorts suspendus, permet un travail plus global qui intègre le tronc et les membres dans des mouvements 3D. Et les barrels, avec leurs courbes, sont top pour redonner de la longueur au tissu, améliorer la mobilité de la colonne, des hanches, ce qui, indirectement, va soulager le genou. Ce qui ressort vraiment de l'article, c'est cette idée de feedback sensoriel. Le matériel ne fait pas que résister ou aider, c'est ça? Non, et ça, c'est un point essentiel. Les sangles aux pieds, les barres dans les mains, la tension des ressorts, tout ça, ça envoie en permanence des informations au corps. Ça renforce activement la proprioception. La proprioception, la conscience de son corps dans l'espace? C'est ça. Cette capacité, souvent sous-estimée, à savoir où sont nos membres, comment ils bougent, sans même avoir besoin de regarder, le matériel devient un partenaire de dialogue. On ne fait pas juste l'exercice, on sent comment on le fait. C'est un apprentissage moteur, actif, conscient. L'article utilise une très belle image. Le corps devient son propre instrument d'analyse. C'est cette prise de conscience affinée qui permet des corrections qui durent. C'est une image très parlante, effectivement. On sent bien la différence entre pousser une charge et sentir comment le pied presse, comment le genou s'aligne, comment le centre reste engagé. Et c'est là, j'imagine, que l'analyse de Kendall devient super utile pour savoir quoi chercher et quoi corriger. Exactement. L'approche de Florence Kendall complète magnifiquement le travail en pilates. Kendall, elle a développé une méthode de testing musculaire fonctionnel. Le but, c'est pas tant de mesurer la force brute d'un muscle isolé, Non. mais plutôt d'évaluer la qualité de son activation et sa capacité à travailler en synergie avec les autres muscles pendant un mouvement précis. C'est une évaluation beaucoup plus fine de l'équilibre musculaire. Et quels sont les muscles autour du genou que cette approche va regarder de près? L'analyse selon Kendall s'intéresse à plusieurs groupes clés. D'abord, le quadriceps, le gros muscle devant la cuisse, mais avec une attention très particulière pour sa partie interne, le vaste médial oblique, le VMO. Ah oui, le VMO. Ce petit faisceau est crucial pour bien guider la rotule. S'il est faible ou endormi, c'est souvent lié aux douleurs devant le genou. D'accord. Ensuite, les ischio-jambiers, derrière la cuisse. Ils doivent être en équilibre avec le quadriceps. Puis, les muscles de la hanche, le moyen fessier sur le côté, essentiel pour stabiliser le bassin et empêcher le genou de rentrer. Le valgus, oui. Voilà. Mais aussi les adducteurs à l'intérieur et les abducteurs à l'extérieur. Leur équilibre influence directement l'axe de la jambe. Et ça ne s'arrête pas là. On regarde aussi les muscles du pied et de la cheville. Ah oui, même le pied? Bien sûr. La façon dont le pied se pose au sol impacte directement la rotation du tibia, et donc le genou. C'est toute la chaîne qui est connectée. Une vision très globale de la jambe et du bassin, donc. Tout à fait. Kendall insistait beaucoup sur la relation entre muscles agonistes, ceux qui font le mouvement, et antagonistes, ceux qui le freinent. Un déséquilibre important entre eux a des conséquences directes. Par exemple? Imaginez un quadriceps très fort et des ischios trop faibles. À chaque saut, chaque réception, le tibia risque d'être tiré trop fort vers l'avant, sans être assez retenu derrière. Ça met une contrainte énorme sur le ligament croisé antérieur, par exemple. Ah oui, d'accord. Ou un déséquilibre adducteur-abducteur de hanche peut faire dévier l'axe du genou,
et surcharger l'intérieur ou l'extérieur de l'articulation. Et c'est là que la combinaison avec le Pilate devient vraiment puissante. L'un identifie le problème, l'autre le corrige en mouvement. C'est exactement l'idée. On utilise les tests inspirés de Kendall pour faire une sorte de cartographie précise des faiblesses ou des déséquilibres chez une personne, et ensuite on prend les exercices et le matériel Stott Pilates, avec ce fameux feedback sensoriel. Mhm. Comme le véhicule parfait pour travailler ses points faibles de manière fonctionnelle, pour réapprendre au corps à bouger de façon plus équilibrée, plus efficace. C'est très logique. Diagnostic fin, puis traitement ciblé et intégré au mouvement. Ça pose d'ailleurs question sur certaines approches de rééducation ou de renforcement, qui ne sont peut-être pas toujours assez intégrées ou fonctionnelles. Pour que ce soit bien concret, l'article donne des exemples d'exercices de correction, notamment sur le reformer. Il a l'air d'être un outil de choix pour ça. Oui, le reformer permet un travail très contrôlé. Par exemple, le leg press bilatéral, poussé avec les deux pieds. C'est un basique, mais on va être hyper vigilant sur l'alignement genou, deuxième orteil. Tout le temps. En engageant le centre pour stabiliser le bassin, on travaille la force dans le bon axe. D'accord. Le travail unipodal, sur une seule jambe. Ça, c'est plus dur. Ça révèle tout de suite les différences de force ou de contrôle entre les deux jambes. Et ça sollicite énormément la proprioception et les stabilisateurs de la hanche et du genou. On doit bien le sentir passer, celui-là. Ah oui. On peut aussi faire des micro-rotations externes contrôlées de la hanche pendant certains mouvements. Ça, c'est pour réveiller spécifiquement les rotateurs externes de hanche et stimuler le VMO, souvent un peu paresseux. Et puis, il y a le travail du contrôle excentrique. C'est la phase où on résiste au retour des ressorts quand le muscle s'allonge en freinant. C'est essentiel pour apprendre au muscle à absorber les chocs. Crucial pour protéger le genou au quotidien ou dans le sport. Et j'imagine qu'il y a une progression dans tout ça. On ne fait pas les exercices les plus durs dès le début. Ah non, bien sûr. La progression est très pensée. On commence souvent avec des charges, des résistances de ressort modérées, des amplitudes de mouvement peut-être un peu réduites au début pour bien maîtriser la forme, et une vitesse lente pour avoir le temps de sentir ce qui se passe. D'accord. Puis, petit à petit, on augmente la charge, l'amplitude, on change la position des pieds, on ajoute des mouvements dans d'autres plans de l'espace, on rend les coordinations plus complexes. Mais toujours avec ces principes de centrage, d'alignement et de contrôle en tête. Et ça marche? Est-ce que l'article parle de résultats concrets, de retours cliniques? Oui, et les observations rapportées sont plutôt encourageantes. Elles semblent bien valider l'intérêt de cette synergie. On note typiquement chez les personnes qui suivent ces protocoles une diminution mesurable des angles de valgus dynamiques. Le genou rentre moins vers l'intérieur lors de tests comme le squat sur une jambe. C'est visible? Oui. Une meilleure activation du VMO, parfois confirmée par EMG, ce qui est bon signe pour la rotule, une amélioration de la stabilité générale qu'on sent et qu'on peut mesurer sur des tâches comme monter une marche sur une jambe. Et les douleurs? Et logiquement, une réduction significative des douleurs antérieures du genou, qui sont très souvent liées à ces problèmes d'alignement et de contrôle musculaire. Donc, ces résultats confirment bien la logique. Analyse précise type Kendall, exercice ciblé et progressif avec le Stott Pilates et le matériel, le feedback sensoriel pour bien apprendre, et bien sûr, il faut que la personne s'implique consciemment, qu'elle répète pour que ça s'ancre. C'est exactement ça. On en revient toujours à cette dimension sensorielle, à cette prise de conscience. Ce n'est pas juste faire des exos, c'est rééduquer le système nerveux, lui apprendre à commander les muscles différemment, à sentir le bon alignement, à sentir la connexion centre-membre. C'est cette qualité d'attention qui rend la correction vraiment profonde et durable. Donc si on prend un peu de recul, cette combinaison Stott Pilates Kendall, ce n'est pas juste une rustine pour un genou qui fait mal. Non, c'est bien plus que ça. C'est une invitation à une réorganisation globale de la façon dont on bouge. Le processus, c'est clair. Diagnostic fonctionnel précis, programme sur mesure, matériel comme guide et accélérateur d'apprentissage, progression sécurisée, et surtout cette implication active, cette conscience corporelle. Si on regarde ça avec une vision d'ensemble, on comprend que le but final, c'est une transformation durable des habitudes posturales et motrices. Et ça bénéficie à tout le corps, pas seulement aux genoux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée forte, c'est peut-être ce genou messager qui nous dit des choses sur notre organisation corporelle globale. C'est ça. Et l'approche intégrée, Stott Pilates Kendall, nous donne une méthode à la fois rigoureuse et très pédagogique pour écouter ce message et y répondre intelligemment. Les bénéfices sont clairs, prévenir les blessures, accompagner les rééducations, améliorer la qualité de nos mouvements, qu'on soit sédentaire ou sportif.
Tout à fait. L'ambition de cette synergie, c'est de redonner la liberté de bouger dans son axe natural, avec plus de contrôle, de sécurité, de fluidité. Et le gain le plus précieux, c'est sans doute ce changement profond des habitudes posturales et motrices, celles qui, sans qu'on s'en rende compte, sont souvent à la racine des douleurs. Pour finir, peut-être une petite piste de réflexion qui découle de cette idée du genou messager. Si le genou nous parle si bien des déséquilibres du pied, de la hanche, du bassin, du centre, quels autres messagers silencieux notre corps nous envoie-t-il en permanence? Sur nos postures, nos tensions cachées, notre façon d'être au monde. Hmm, c'est une excellente question. Et comment est-ce qu'on pourrait, chacun à notre niveau, apprendre à mieux écouter ces signaux subtils au quotidien, avant même que la douleur ne s'installe vraiment? Voilà une exploration intérieure qui pourrait peut-être commencer dès maintenant.